Ce jour-là, je ne travaillais que de mon esprit. Je voulais calculer, chose bien impossible, combien il me faudrait d'heures de travail pour déblayer ma conclusion. Si j'avais su, comme je le sais aujourd'hui, mettre des chiffres sur du papier les uns au-dessous des autres, l'entreprise n'eût pas été absolument déraisonnable. Mais je ne savais que les mettre dans ma tête les uns au bout des autres, et j'en eus pour longtemps. Je ne m'y pris pourtant pas trop mal, je mesurais patiemment avec mon bâton la superficie du terrain, et gravant mes nombres avec la pointe de mon couteau sur une roche tendre, inventant des signes à mon usage pour remplacer les chiffres, par exemple une croix simple pour 100, une croix double pour 200, et ainsi de suite. Je parvins dans la journée, non à savoir, mais à supposer, sans trop d'erreur, combien de mètres je possédais en long et en large. Les jours suivants, il s'agit de calculer combien je mettrais de temps pour faire l'ouvrage facile. Je trouvais 2 ans, à 5 mois de travail par an, vu que la neige n'en permet pas davantage. Il s'agissait ensuite d'évaluer la durée du travail difficile, et pour cela, il fallait l'entreprendre. J'empruntai à mon hôte une masse de fer et j'attaquai les grosses pierres. C'était de la roche calcaire, pas trop dure, et je fis ce travail de cantonnier sans m'apercevoir de la fatigue. J'étais heureux et fier de mettre en miettes le gros ventre du géant. Je voulais faire mon maître dans la journée, je le fis. Alors je me trouvais si lasse que je ne songeais point à descendre et résolus de passer encore la nuit chez moi, afin d'être tout rendu le lendemain. J'étais à peine endormi sous mon reste de hangar que je fus réveillé par le géant qui, cette fois, se promenait tranquillement de long en large. Avant de l'examiner, je regardai le sol et je le vis absolument déblayé et couvert de sa belle verdure. Il faisait encore un peu jour, le couchant était encore un peu rouge et les neiges du haut montaient toutes roses dans le ciel bleu. Je me mis à observer le monstre dont le pas ébranlait la terre. Il ne paraissait pas faire attention à moi, et je me tins coi pour surprendre ses habitudes. J'étais décidé à ne pas agir follement comme la première fois, et à savoir s'il ne lui prendrait pas fantaisie de s'en aller lui-même, puisque maintenant il avait le pouvoir de marcher. Il devait être ennuyé des coups que je lui avais donnés dans la journée. En effet, il voulait s'en aller, et il essaya de remonter le plateau d'Yéhous. Mais il s'y prenait fort mal. Au lieu de faire un détour, il prétendait escalader le plus rapide du rocher et suivre la même route qu'il avait prise autrefois pour descendre. Il n'eut pas fait 2 enjambées le long de l'escarpement, qu'il tomba sur ses genoux, le nez par terre, en rugissant et en criant d'une voix formidable. « Personne ne viendra donc m'aider à remonter chez moi !» En 2 sauts, je fus près de lui, et saisissant son épouvantable main accrochée à une pointe de rocher. « Voyons, lui dis-je, tu sais bien que je suis ton maître, obéis-moi, prends un autre chemin et va-t'en. » Eh bien, relève-moi, répondit-il, prends-moi sur tes épaules et porte-moi là-haut. Vous manquez de raison, je ne pourrais pas seulement soulever un de vos doigts, mais je vous tourmenterais si bien. Ne peux-tu me laisser tranquille, petit? Je me trouve bien ici. J'y reste. Seulement je veux dormir sur le dos, aide-moi. Je lui allongeai un coup de pied dans les reins, et en se retournant, il me montra sa grosse vilaine figure toute couverte d'un liquin blanchâtre. Le voyant ainsi à ma merci, je sentis se rallumer toute la haine que je lui portais, et ne pus résister au désir de lui plonger mon bâton dans la gueule. Il ne parut pas s'en apercevoir, mais une petite voix imperceptible sortit de cette caverne qui lui servait de bouche. Et prêtant l'oreille, j'entendis que cette voix disait « Oh, le méchant garçon qui déchire ma toile et qui a manqué de m'écraser. »« Qui es-tu » dis-je en retirant mon bâton avec précaution et en appliquant mon oreille sur la bouche du géant. « Je suis la petite araignée des mousses, » répondit la voix.
Depuis que j'existe, je demeure ici. Je travaille, je file, je chasse. Pourquoi me déranges-tu? Va-t'en filer et chasser ailleurs, mamie. Le monde est assez grand pour toi. Je pourrais t'en dire autant, reprit-elle. Pourquoi tourmenter ce rocher qui m'appartient? N'y a-t-il pas place ailleurs pour ta personne? En ce moment, le géant que je recommençais à chatouiller avec ma trique éternua et chassa au loin l'araignée, tandis que, poussé comme par l'ouragan, je dégringolais au bas du rocher. Quand je fus là, je rentrai en moi-même. Puisque cette petite araignée avait vécu toute sa vie dans la gueule du géant sans s'inquiéter de ses caprices, et qu'elle y eût vécu toujours si je ne l'eusse dérangée, pourquoi ne m'arrangerais-je pas pour vivre à côté de mon ennemi sans exiger qu'il allât plus loin? N'était-il pas fort bien, là, étendu sur son dos, les pieds appuyés sur les blocs qui avaient été jadis son piédestal, et le corps placé de manière à arrêter la glissade des neiges? Je remontai vers lui, et me plaçant contre une de ses larges oreilles, car ma voix devait lui sembler aussi faible que m'avait semblé celle de l'araignée. Tu prétends, lui dis-je, que tu es bien là et que tu veux y rester? Oui, répondit la formidable voix qui paraissait lui sortir du ventre. J'y resterai quand tu m'y auras fait mon lit. Ah, vraiment, il faut un lit à monsieur, repris-je en éclatant de rire. Un lit de duvet, peut-être. Je me contenterai d'un bon lit de sable, mais il faut un creux pour ma tête, un creux pour chacun de mes membres, et surtout un grand creux pour mes reins, afin que je puisse dormir sans glisser. Allons vite, arrange-moi ça et tâche que je sois bien, sinon je retournerai m'étendre dans ton pré, où sauf que tu me chatouilles de temps en temps en essayant de me travailler, je ne me trouve point mal. Il est de fait, dit une voix humaine à côté de moi, que la chose la plus raisonnable à faire serait de le mettre là et de l'y asseoir à la bonne manière. Il servirait de digue aux glaces d'en haut, et je ne sache pas d'endroit où il te gênerait moins, car de le reporter à son ancienne place, tu n'y peux songer, et de le sortir autrement de ta recluse, tu n'en as pas le droit. Comment? Répliquai-je sans me soucier de savoir qui me parlait de la sorte. Je n'en ai pas le droit. Il a donc le droit, lui, de s'emparer de mon terrain? Il n'avait que le droit du plus fort, reprit la voix. Mais tu ne l'as pas, toi, car la loi est plus forte que l'homme. Et si tu te débarrassais de ton ennemi pour le faire rouler chez tes voisins, tu en serais empêché ou puni. Et si je le poussais aux abîmes? Il n'y a pas d'abîme qui ne soit la propriété de quelqu'un. Et d'ailleurs, au fond de tout abîme, il y a une eau courante qui est la propriété de tout le monde, et que tu n'as pas le droit d'arrêter ou de détourner. Il faut donc que tu gardes ton géant, et puisque ce revers de montagne t'appartient, c'est là qu'il faut le porter pierre à pierre. De cette façon, il te deviendra utile au lieu de te nuire. J'allais répondre qu'il n'était pas nécessaire de l'y porter, puisqu'il s'y était mis de lui-même. Lorsqu'une clarté se fit dans mes yeux, et je reconnus que j'étais assis dans la cabane de mon vieil hôte, devant la cheminée, et que c'était lui qui causait avec moi. Allons, dit-il, tu parles un peu comme un garçon qui rêverait tout éveillé. Cependant, quoi que tu dises drôlement les choses, tu as d'assez bonnes idées. Viens souper, tu es rentré tard, mais je t'ai attendu, et nous causerons encore avant de dormir. Je ne savais plus où j'en étais, et je me sentais trop honteux pour rien dire. Avais-je rêvé, tout en revenant au gîte, que j'étais aux prises avec le géant, qu'une petite araignée m'avait parlé, que le géant m'avait fait ses conditions, et avais-je eu la sottise de raconter tout cela au père Bradat? Ou bien toutes ces choses m'étaient-elles arrivées au coucher du soleil, et le géant qui à coup sûr était magicien m'avait-il transporté à la cabane Bradat sans que je me fusse aperçu de rien? Quand j'eus un peu mangé. Qu'est-ce que nous disions tout à l'heure? Demandai-je au vieux berger. Voyons, tu t'endors, répondit-il. Tu ne t'en souviens déjà plus? Tu te fatigues trop après ce rocher.
Tu es trop jeune pour faire tout seul un si gros ouvrage. Combien d'eau pensez-vous qu'il faudrait de monde pour en venir à bout? Ça dépend du temps que tu voudrais y mettre. En 2 saisons, je pense qu'une douzaine de bons ouvriers en viendraient à bout. Douzaine, êtes-vous sûr? Je pensais qu'à moi tout seul. Tu rêvais. Il en faut bien 12. Et en beaucoup d'endroits, il faudrait faire jouer la mine pour faire éclater les grosses roches. Faire jouer la mine? M'écriai-je. Voilà une idée qui me plaît. Oui, oui, lui mettre le feu sous le ventre. Il faudra bien qu'il s'en aille. Sans doute, car il ne s'en ira pas tout seul. Il s'en ira, vous dis-je. C'est un paresseux qui ne veut pas céder ou un imbécile qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand il sentira la poudre, c'est un rocher, il se fendra. Mais il faudra tout de même faire une manière de chausser avec les morceaux et cela coûtera beaucoup d'argent. Est-ce que tu es riche? J'ai 100 francs. Le père Brada se prit à rire. Ce n'est pas assez, dit-il. Il t'en faudrait au moins 10 fois autant. J'aurai cela un jour. Eh bien, attends ce jour-là. Vous pensez donc que ce ne serait pas une folie de vouloir reprendre mon domaine à ce géant? Dame, la terre est une chose bonne et sainte quand on l'a. C'est dommage d'être forcé d'y renoncer. Dieu n'aime pas qu'on l'abandonne tant qu'on peut la disputer à la glace et à la pierre, c'est-à-dire aux méchants esprits. Eh bien, je la disputerai à ce démon bête et cruel qui a voulu massacrer mon père et qui m'a détruit ma maison. C'est lui qui m'a fait mendiant, errant sur les chemins pendant toute mon enfance, pendant que lui, le brutal, l'idiot, il dormait son lourd sommeil sur notre prairie. Il en sortira, je vous dis. Je le déteste trop pour le souffrir là, à présent que je commence à être un homme, et quand j'y mangerai ce que j'ai, ce que je dois avoir, quand mon bien ne vaudrait pas ce qu'il me coûtera, tant pis. Il y a 7 ans que je maudis ce géant. Je mettrai s'il le faut 7 ans à le châtier et à le chasser. Tu es un drôle de garçon, dit le vieux berger. Comme tu te montes la tête, toi. Je ne hais pas cela. J'y vois que tu aimais ton père, que tu as de la fierté et du courage. Nous reparlerons de ton idée, si je pouvais t'aider, mais je suis trop pauvre et trop vieux. Vous pouvez m'aider. Vendez-moi votre masse de fer. Je te la prête pour rien, je n'en ai pas besoin. Elle est lourde. Laisse-la dans ta recluse où personne n'ira la dérober pendant la nuit. On a trop peur du géant. On a peur? Voilà ce que je ne savais pas. On sait donc qu'il se relève la nuit et qu'il marche? On le dit. Moi, je ne le crois point. J'ai servi en Afrique et j'ai fait la guerre. C'est te dire qu'habitué à ne point craindre le canon, je ne m'amuse point à avoir peur des pierres. Mais je n'en ai pas peur non plus, père Brada. Je suis bien sûr que ce géant est un diable, et c'est pour cela que je suis décidé à lui faire la guerre, comme vous l'avez faite aux Bédouins. Allons, reprit le vieux berger, c'est comme tu voudras. Il se fait tard, il faut dormir. Le jour suivant, comme je montais à ma recluse, j'entendis qu'il m'appelait. Ne va pas si vite, me dit-il, je veux aller avec toi. Je marche doucement, mais j'arrive tout de même et je veux voir ce fameux géant. Je ne monte pas souvent là-haut et n'ai jamais fait grande attention à cette pierraille. Peut-être te donnerai-je un bon avis. Quand il eut tout examiné, il y a, dit-il, 10 fois plus d'ouvrages que je ne pensais. Ce n'est pas en 2 saisons que 10 bons ouvriers pourraient déblayer cela. Il faudrait aussi une quantité de poudre. Si tu veux m'en croire, tu y renonceras. Tu y mangerais tout ce que tu as, et tu ne serais pas payé de tes peines. N'avez-vous pas ouï dire pourtant, père Brada, que l'herbe de ce pâturage était le meilleur échelon de la montagne? Mon père me l'a tant répété que je le crois. Je ne dis pas non. Le peu qui y pousse encore est de première qualité. Mais quand tu auras déblayé, je suppose, il faudra fumer, et pour fumer, il faut un troupeau. Il faut même bien vite un fort troupeau, car l'ancien engrais est tout perdu, et c'est un pâturage à recommencer en terre vierge. Si tu es bien riche,
si tu as 4000 francs, par exemple. Je n'en ai pas la moitié. Alors n'entreprends pas cela. Ce serait ta ruine. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres-là sur le rocher? C'est moi qui les ai inventés pour calculer. Ah, je comprends. Tu ne sais donc pas écrire, ni lire non plus. C'est un malheur. Tu devrais apprendre. Ça t'aiderait plus que tous tes coups de masse sur la pierre. Je ne dis pas non, si vous vouliez m'apprendre. Je n'en sais pas long, mais c'est mieux que rien, et quand tu voudras. Je commençai le soir même en devançant d'1 heure ma rentrée à la cabane de Brada. Le plus grand des gars qui servait le vieux berger, voyant que j'avais bon vouloir, m'enseigna aussi, et je dois dire que s'il était moins patient que le vieux, il en savait davantage. C'est comme cela que je commençai à en comprendre assez pour être à même de m'exercer tout seul. J'emportai bientôt un livre avec moi, et en prenant sur le midi 1 heure de repos, j'étudiai avec une grande attention et un entêtement aussi solide que celui qui m'attachait au travail de ma recluse. Le père Brada, voyant que ses prudents conseils n'avaient rien changé à ma résolution, prit son parti de ne plus m'en détourner. Seulement il se moquait un peu de moi quand je me laissais aller à parler du géant comme d'un méchant diable. Je n'en parlais plus que comme d'un tas de pierres, sans démordre pour cela de mon idée et de ma haine. Les autres gars pensaient pourtant un peu comme moi, qu'il y avait de l'enchantement dans ces maudites roches. Ils avaient ouï parler, en d'autres pâturages de montagne, de certains éboulements qu'on avait voulu endiguer, mais où le démon défaisait chaque nuit la besogne des ouvriers les plus habiles. Ils venaient quelquefois me voir travailler, car je travaillais avec rage, et ils se hasardaient par amitié pour moi à me donner un coup de main. Pourtant ce n'était pas sans un peu de crainte, et même il y en eut un qui, ayant rêvé du géant, jura qu'il n'y voulait plus toucher. Je n'insistais pas. Je savais bien que si je leur avais voulu payer du vin le dimanche, ils auraient eu plus de courage. Mais je ne voulais pas les détourner de leur devoir. C'eût été mal payer l'hospitalité que m'accordait le père Brada. Je n'en eus pas moins la compagnie de l'un ou de l'autre de temps en temps. Le père Brada consentait à me garder et à me nourrir, moyennant que ses chèvres consommeraient le peu d'herbe qui poussait chez moi, et l'enfant chargé de les conduire s'amusa, pendant que je piochais, à construire pour se garer de la pluie, une baraque assez solide, avec les restes de l'ancienne et beaucoup de pierres et de broussailles qu'il agença très adroitement. J'eus donc un refuge pour la nuit, et je m'en servis plusieurs fois afin d'avancer mon ouvrage.